à son propos que la cérémonie qui avait été initialisée est annualisée maintenant, c'est-à-dire qu'il y a un hommage qui est rendu de façon annuelle aux travailleurs indochinois, donc par le dépôt d'une gerbe au pied de la plaque commémorative, et ça a lieu le 3e dimanche d'octobre, donc ça sera la 2e année, le mois prochain. Voilà. Alors, je vais vous parler de l'histoire générale des travailleurs indochinois sans entrer forcément dans tous les détails, puisque quelques-uns ont été évoqués et d'autres le seront aussi par l'âme, et y compris dans son film. Alors, pourquoi des Indochinois à Saint-Chamond? Pourquoi des Indochinois en France pendant la guerre de 14-18 et la guerre de 39-45? Ça résulte de l'assujettissement de ces populations dans le cadre du système colonial français. Je rappelle brièvement que dans ce cadre impérial, il existait des colonies avec des sujets et des protectorats avec des protégés. En ce qui concerne l'Indochine, vous avez donc la Cochinchine qui était une colonie française avec des sujets français, donc une administration directe de la France. Et vous aviez le Tonkin, l'Annam, mais également le Laos et le Cambodge, parce que l'Indochine, en réalité, ça n'existe pas, c'est une construction administrative, qui était donc des protectorats et où subsistait une administration locale. En ce qui concerne ce qui va devenir le Vietnam, donc c'est l'empereur d'Annam qui dirige donc à la fois l'Annam et le Vietnam. Donc pourquoi les Indochinois en 1939? Parce qu'il y a eu un précédent. Il y a eu le précédent de 1914-1918. Je crois que, alors je ne sais pas si on pouvait remonter, je ne sais plus dans quel ordre c'est. Il y avait un tableau. Voilà. Je suis désolé pour ceux qui ne voient pas ce tableau, mais je pense qu'on a intéressé personne. Puisque nous avons ici la présence en Couche-du-Rhône sur plusieurs années, donc de 1916 à 1920, de tous les travailleurs en Amérique répartis par endroits où ils sont au travail. Vous avez la frontière de Saint-Germain ici, vous voyez qu'en 1916, ils sont 430. Ils vont monter en 1917 à 1026, etc. Pour finir leur coutrerie. Il faut remonter un petit peu là. Voilà. Ils sont 577 et après, ils sont en mars 1919. Et vous avez aussi, on en a parlé tout à l'heure, vous avez Mirama aussi, ici, la station de magasin de Mirama, c'est vous avez l'école d'aviation d'Istres, c'est très nombreux. Vous en avez donc au fameux produit chimique de Rachman. Également, vous en avez au Courrier de Salin-Giraud, ici, donc 156, mais ça commence à 350, 700, 600, vous voyez. Donc, en 14-18, exactement d'ailleurs en 1915, c'est là les premiers Indochinois, parmi d'autres travailleurs coloniaux qui sont venus renforcer les usines de guerre. D'ailleurs, il y a du personnel féminin aussi qui était appelé en personnel de renforcement. Et c'est une expérience qui finalement a été jugée concluante par les autorités. Et par conséquent, dès l'entre-deux-guerres, dès 1926 et surtout en 1934, les autorités préparent notamment un texte législatif qui s'appelle l'Instruction interministérielle du 24 juillet 1934, la survenance éventuelle d'un prochain conflit et l'utilisation légale, du moins dans l'esprit de ces concepteurs, du personnel colonial en cas de nouveaux conflits. Donc, lorsque la déclaration de guerre en
fait, tout le cadre légal est prêt. Et les premiers ordres sont donnés en septembre 1939 de recruter des travailleurs indo-chinois dans ce qu'on a appelé le plan Mandel. Le plan Mandel, notamment, prévoyait 70 000 Tonkinois dès le premier trimestre 1939, ça, pour des raisons de bateau, de manque d'engouement, ça n'a pas pu se faire. Mais néanmoins, les premiers arrivent. D'ailleurs, les premiers arrivent ici à Saint-Chamas. Alors, on a un petit doute parce qu'on a fait inscrire sur la plaque 23e, 24e, 37e et 73e compagnie. On a un petit doute pour une autre compagnie qui s'appelle la 11e, puisque sur certains documents est annoncé un détachement précurseur de la 11e compagnie le 16 décembre 1939 à la poudrerie de Saint-Chamas, qui était composée d'un cadre, d'un interprète et de 6 travailleurs chinois qui devaient venir préparer l'installation des membres de cette compagnie. Finalement, alors, ça reste à déterminer. On ne sait pas si cette compagnie est venue, cette 11e. Ce que je sais, c'est qu'on la retrouve au mois de mars 1940 à Indrette, du côté de Nantes, dans une usine de construction navale. Donc, elle a peut-être fait une passage. Sinon, dès le mois de janvier, arrive la 23e compagnie de travailleurs chinois. 23e compagnie qui est constituée d'originaires de Cochinchine, et notamment de la province de Jiadine. Donc, vous allez comprendre tout de suite pourquoi le camp s'est appelé Jiadine. Là, vous avez. Alors, il faut remonter, c'était la première image. J'en ai pas beaucoup. Voilà. Ça, c'est une photo que j'ai trouvée dans un journal de l'époque de la Libération. Elle n'est pas de très bonne qualité, mais enfin, on voit donc c'est ce fameux cantonnement des cyclettes, parce qu'au départ, ça ne s'appelait pas un camp, c'était le cantonnement des cyclettes. Et lorsque la première compagnie de Cochinchinois arrive, ils baptisent camp Jiadine. On voit aussi vers la fin de la guerre des fois des allusions à un camp Saigon. C'est la même chose. Voilà. En fait, c'est la zone des carnets. Voilà. Moi, c'est la zone d'activité des carnets. Donc au départ, c'était camp des cyclettes, camp Colomb. Camp Colomb, peut-être du nom du. Alors, Colomb, c'était le propriétaire du terrain. Voilà. Mais, donc, parce que c'est un camp qui a été construit exprès. Donc, il y avait une propriété. Pour se lire plusieurs choses, dont le propriétaire principal s'appelait Colomb, avec un D des fois. Voilà. Alors, ces travailleurs indochinois, ils étaient combien? Ils étaient, on dit 20 000, en réalité c'était 19 632. Non, 362, pardon, le 6 est au milieu. Et il n'a pas pu en venir plus parce que l'armistice étant arrivé assez rapidement, et les moyens de transport par bateau manquant, la source s'est arrivée. Arrivés à Marseille, ils ont été constitués en 73 compagnies de l'ordre de 250 à 300 hommes, et répartis immédiatement. Ils restaient à peu près à Marseille une semaine, on va dire quelques jours, sauf problème de santé. Et ils étaient envoyés dans les principales poudreries françaises. Les premières compagnies sont parties sur Saint-Médard-en-Jalles dans la région bordelaise, ensuite sur Toulouse, sur Bourges, sur Angoulême, et sur Sorgue ensuite, et Saint-Chamas. Saint-Chamas-en-Sorgue, puisque en réalité c'est dans l'ordre de numérotation des compagnies, donc la 23e, 24e arrive à Sorgue, et la première, je crois, une des premières qui arrive, Sorgue, Saint-Chamas, pardon. La Sorgue, c'est la 12e qui arrive, la première, et après, elle est dans les 30e. Enfin bref. Donc, ils sont affectés aux poudreries, la guerre s'arrête. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Théoriquement, même pas théoriquement, normalement, les raisons pour lesquelles ils ont été recrutés, on parlera du recrutement, mais je ne vais pas tout faire l'histoire, je vais rester là 3 heures, donc je verrai le film demain. On doit donc les renvoyer normalement au pays.
Et effectivement, le temps de surmonter la désorganisation due à la défaite, etc., de regrouper les gens dans le sud, un certain nombre de bateaux partent et finissent par par quitter la France, 4400, donc pas 5400 travailleurs indo-chinois. Sur ces 4400, on peut considérer qu'à peu près 4000 vont arriver à bon port et les autres vont commencer à subir les problèmes liés au blocus britannique, puisque, entre-temps, les Anglais qui étaient nos alliés, avec le gouvernement de Vichy, sont devenus nos ennemis et on fait le blocus maritime et les lignes vers l'Indochine ont été coupées, on n'envoyait plus de bateaux. Ce qui fait que les 15 000, grosso modo, travailleurs indo-chinois qui restaient en France après la fin 41 ne peuvent plus partir. Alors qu'est-ce qu'on va en faire? On va commencer à établir de nouvelles règles, à changer des cahiers des charges, à éditer de nouveaux cahiers des charges pour les faire travailler non plus uniquement pour les usines de guerre, mais également pouvoir les mettre à disposition de collectivités, d'entreprises privées, etc. Parce que le grand problème de la MOI, donc le service dépendant du ministère du Travail qui le gère, a des problèmes de budget. C'est-à-dire que j'imagine qu'ils ne se voient pas les entretenir sans qu'il n'y ait pas un peu d'argent qui rentre dans les caisses, donc on les remet au travail. Je ne vais pas parler des conditions de travail qui effectivement sont assez miséreuses. En tout état de cause, c'est ce qui est décidé, et ça va durer jusqu'à la libération, à partir du moment où ils vont, en même temps que la France est libérée, ils vont passer sous la tutelle d'un autre service. Je reviens brièvement sur ma tendu la perche sur la MOI. Donc la MOI, c'est une abréviation qui recouvre le service de la main-d'œuvre indigène, nord-africaine et coloniale. C'est son nom complet. Donc MOI, c'est main-d'œuvre indigène. Et il y a certaines personnes qui pensent que c'est main-d'œuvre indo-chinoise. C'est pas vrai, c'est main-d'œuvre indigène. Et bon, c'est quelque chose qu'on doit toujours rappeler. Il n'est pas à confondre avec un autre organisme qui s'appelait la MOI, qui était la main-d'œuvre immigrée, et qui était constituée notamment d'étrangers communistes qui donné leur histoire par l'affichage. Donc ça n'a rien à voir. Alors, là vous avez vu, je suis passé brièvement de 41 à 44. Il faut savoir donc qu'à la libération, ces travailleurs chinois vont passer sous la tutelle non plus du ministère du Travail, mais du ministère des Colonies. Pourquoi? Parce que c'est dans l'optique de les faire rentrer. Donc on change de patron. On ne change pas ni de technique, ni de service, ni de personne, on change de patron. Et donc c'est ce qui explique qu'à partir de mi-45, on voit sur les documents non plus écrits à MOI, mais DTI, Direction des travailleurs chinois, donc qui est une direction du ministère des Colonies. Et c'est cette direction des travailleurs chinois qui, jusqu'en 1952, va les gérer et les rapatrier très progressivement, puisque les premiers rapatriements vont commencer en 1946, en très petit nombre. En 1947, il n'y aura pratiquement pas, et on redémarre un peu lentement en 1948, jusqu'à 50, et encore pendant 2 années, ces travailleurs chinois peuvent rentrer, frais payés, enfin voyage payé par l'administration, sinon après ça sera de leur poche. Je ne parle pas aussi de l'application politique, simplement pour vous dire qu'évidemment, en France, ces travailleurs chinois ont rencontré des ouvriers français, ont été proches de syndicats, ont été approchés dès 1943, on l'a dit, par des Indochinois d'obédience trotskiste, et petit à petit, donc, ils se
se sont un peu émancipés, et donc d'autres également, j'avais oublié, mais mon père y était, donc je le sais, ont fait partie de la résistance à un certain moment. Et donc c'est pareil, j'ai rencontré un certain nombre de gens qui m'ont dit en gros qu'il fallait qu'ils se libèrent eux-mêmes, qu'ils s'émancipent, etc. Et donc quand ils apprennent l'existence de Ho Chi Minh, parce que personne, en 1945, personne ne sait qui est Ho Chi Minh dans les milieux indochinois en France. Il est présenté évidemment Ho Chi Minh comme celui qui réclame l'indépendance. Donc, on va dire que l'extrême grande majorité est pour l'indépendance du pays. Alors après, il va y avoir des différends dans la façon de l'obtenir, l'indépendance. Et c'est ce qui expliquera les luttes politiques entre factions indo-chinoises en France. Mais ça, c'est très traité dans le film de l'Inde. Voilà. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire maintenant? Oui, je peux conclure. Je peux conclure par les retraites et par la mémoire future. Bon, ces travailleurs chinois, mis à part qu'ils n'ont pas été bien traités, à divers points de vue, y compris financiers, étaient donc des travailleurs, n'est-ce pas, n'étaient pas des militaires. Qui dit travail, dit normalement cotisation pour une retraite ultérieure. Et bien, cotisation, il n'y a pas eu, ou il y a eu, enfin, c'était le grand flou. L'instruction de 1934 prévoit qu'il y en ait, je parle pour les retraites. Certains cahiers des charges qui ont été dictés par la suite ont mis ça de côté. Enfin, les choses ne sont pas claires. Et le résultat de tout ça, c'est que, on va dire, aucun des anciens travailleurs chinois qui ont travaillé, je me rappelle certains pas longtemps, ceux qui sont partis à 41, ils ont pu faire 2 ans, mais certains qui sont restés jusqu'en 52, ils en ont fait 13. Aucun de ces travailleurs chinois n'a pu faire valoir un droit à une pension de retraite auprès du gouvernement français. Les seuls qui ont pu le faire, et au prix de lutte, ça n'a pas été automatique, ce sont ceux qui, comme nos pères, sont restés en France et qui ont été immatriculés par les employeurs privés à partir du moment où ils avaient obtenu leur levée de réquisition. Retenez bien ce mot réquisition, parce que certains vous disent qu'ils étaient volontaires. Ce n'est pas le cas. Hein. Alors, je disais que certains étaient restés. On a un petit tableau là, sur Saint-Chamas, voilà. J'ai quelques noms. Donc Vandogne, Malbec, je connais bien. Oui. Peut-être n'y sont-ils pas tous, hein, une demi-douzaine. Et je voulais aussi vous parler, je profite de ça pour vous dire qu'il n'y avait pas que des travailleurs indochinois qui ont travaillé à la terroriste. Il y a eu aussi des requis civils indochinois qui, par exemple, étaient des navigateurs qui étaient à Marseille en 1930-1940 et que l'on a requis à faire venir ici. Vous avez une liste ici d'une douzaine. Et après, il y a eu des saisonniers chinois aussi. Et donc, on voit là, Jean-Luc, je ne sais pas si tu vois, voilà, ce Schumann, il est là. Hein, il est garde de donc il est rentré bien en 50 ans. Dans 5 militaires. Bon. Donc, je vous répondrai sur des questions plus précises sur les retraites. Dernier point, MOI. Ce que tu disais, donc, pourquoi je suis secrétaire et fondateur de la MOI? Parce qu'on a récupéré le nom, mais ça veut dire Mémorial pour les ouvriers indochinois. Hein. Et donc, nous avons monté cette petite association au départ, nous allons ouvrir maintenant à l'ensemble des descendants et à ceux qui voudront bien nous aider, pour construire à Salangiro une stèle, nous espérons inaugurer en 2014, en l'honneur de l'ensemble de l'œuvre, on va dire, des travailleurs indochinois en France. Alors, nous avons déjà obtenu un certain nombre de subventions, mais maintenant nous souhaitons faire participer le maximum de descendants. Voilà. C'est un projet qui est en très très bonne voie. Alors, pourquoi Salangiro? Parce que c'est un lieu emblématique, c'est en Camargue,
Bon, vous avez tous entendu parler de l'origine indo-chinoise du riz de Kamal. Alors, je vous dis tout de suite, c'est pas les Indochinois qui ont décidé de planter du riz. Ils ont été la première main-d'œuvre pionnière et celle qui a montré comment il fallait faire. Voilà. Et parce qu'il y avait aussi donc, les salins de Giraud, qui ont été des travaux particulièrement difficiles avec le forestage pour ces travailleurs indochinois. Voilà. Et puis, également parce qu'en 2009, le maire d'Arles a eu, comment dirais-je, pas de l'amabilité, mais enfin, a cru bon de devoir rendre hommage à ces travailleurs, et c'est une suite. C'est-à-dire qu'à l'époque, on devait éventuellement baptiser une rue ou une route des travailleurs indochinois, mais pour des raisons administratives, ça n'avait pas pu se faire. On a donc fait la cérémonie en l'honneur des travailleurs indochinois, mais le projet n'a pas été abandonné, il a été seulement transformé pour aboutir donc à cette scène qui sera érigée en 2014 sur. Ça sera une sculpture d'un ancien travailleur indochinois, le plasticien peintre de Bâton. Voilà, je vous remercie et je répondrai.